Encore des migrants sénégalais secourus en mer par la marine royale marocaine. Leur pirogue qui avait à son bord plus de 60 personnes tentaient de se rendre en Espagne. Perturbations dans les mairies et conseils départementaux. Les travailleurs des collectivités territoriales ont entamé une grève de 96 heures ce mardi. Mouvement d'humeur avec respect du service minimum pour les permis d'inhumer. Des encombrements, des emprises du BRT. Les opérations démarrent dès cette nuit dans le département de Dakar et la semaine prochaine à Guédiawaye. Une annonce du gouverneur de la région de Dakar. Dans ce midi, un dossier sur l'ex-parti PASTEF. Quelle procédure pour une réhabilitation? Le prétexte l'appel de plus de 140 personnalités pour le retrait du décret de dissolution. À suivre, la page internationale Anna Rocha, Youssouf Bodian pour la page des sports, la revue de presse de Mohamed Alimba et en fin d'édition, point de vue sur le cas Ousmane Sonko et les nombreux appels pour sa libération. Dernier cas en date, la pétition qui a enregistré la signature de plus de 140 personnalités d'ici et d'ailleurs. La mission assure la partie technique de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Le phénomène de l'immigration irrégulière, elle ne s'estompe pas. Hier, la marine royale marocaine a encore secouru une pirogue qui transportait 65 migrants sénégalais. Ils voulaient se rendre en Espagne selon une source diplomatique qui s'est confiée à l'agence de presse sénégalaise. Ces migrants s'ajoutent à 75 de leurs compatriotes secourus 4 jours plus tôt par la marine royale marocaine et aux 8 malades hospitalisés à Dakhla, ce qui porte à 148 le nombre de ressortissants sénégalais qui attendent d'être rapatriés de Dakhla alors que 325 autres sont sur la route du retour par voie terrestre. La CNTS, la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, dénonce le refus de certains employeurs d'augmenter les salaires des travailleurs conformément aux accords signés. Le secrétaire général de la CNTS était à Thiès pour rencontrer les organisations syndicales affiliées à sa centrale, Modi Guiro, qui en a profité pour demander à l'État de ne pas se focaliser sur les questions politiques, les populations ayant des priorités de survie. Cheikh Anta Diop. Il est temps qu'on retourne au travail et que chacun remplisse son devoir. Modi Guiro invite le gouvernement à prendre en compte les préoccupations des travailleurs. Les débats politiques prennent le dessus sur les considérations sociales, sur les priorités. Nous avons d'autres priorités, nous. Les gens ont des problèmes de survie, nous avons des préoccupations liées aux droits. Il faut que le gouvernement puisse nous accorder un peu de temps. Cette rencontre est une opportunité pour revenir sur les problèmes que traverse le monde du travail. Ou de la vie excessif, des violations des droits des travailleurs dans plusieurs secteurs, notamment ce qui concerne l'augmentation des salaires. Nous attendons l'arrêté d'extension. Ces syndicats de travailleurs affiliés à la CNTS interpellent l'État du Sénégal sur les accords qui ont été signés pour qu'ils soient effectifs. L'accord avec le président de la République sur la suppression des équivalences et également la ratification de la Convention 190. Au-delà de ces questions, Modi Guiro dénonce le fait que plusieurs organisations syndicales ont déposé leur dossier de récépissé auprès du ministre de l'Intérieur. Mais selon le secrétaire général de la CNTS, les demandes dorment toujours dans les bureaux du ministère. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. La tension sur l'oignon passe d'être un mauvais souvenir. Une baisse des prix est même notée selon le vice-président de l'ASCOSEN, une baisse de 1000 à 800 francs le kilogramme. Mohamed Sissé annonce l'arrivée de 1500 à 2000 tonnes en provenance du Maroc et 8000 autres tonnes de la Hollande dans les prochains jours. Il souligne toutefois que l'oignon marocain doit coûter moins cher que l'oignon hollandais. Mohamed Sissé au téléphone avec El Hadj Diogoudien. Nous avons maintenant deux origines, contrairement dans un premier temps où la Hollande était le seul fournisseur. Maintenant, il y a le Maroc qui va nous fournir de l'oignon. La délégation a pu quand même avoir un certain tonnage important qui doit venir dans la semaine. Normalement, nous attendons en fin de semaine un tonnage variant entre 1500 et 2000 tonnes. Ce qui va faire que l'offre va quand même être importante par rapport à ce que nous avions connu il y a quelques jours. Plus d'origine hollandaise, donc les stocks certainement vont se constituer, et qui dit un stock important dit simplement que les prix vont baisser. Ils ont commencé à baisser, mais il va falloir quand même qu'on tienne compte de la forte demande que nous allons avoir avec le Magal. Je pense que tout va être traité en priorité. Pour la Hollande, nous attendons un bateau de 8000 tonnes
qui doit venir le 25, combiné avec le bateau qui nous vient du Maroc, en plus des conteneurs, nous attendions à ce que les prix baissent. Et pour les prix, quelle est la tendance actuelle? Combien coûte le kilo sur le marché? La tendance actuelle est favorable parce que nous quittions les 1200 le kilo à presque 800, 900. Ça dépend de la qualité. Et moi, je sais que l'origine marocaine doit être inférieure en matière de prix par rapport à l'origine hollandaise. Midi, 7 minutes. Les premiers essais techniques du BRT effectués ce matin. Le gouverneur de Dakar qui a pris part annonce le démarrage des opérations de désencombrement des emprises dès cette nuit dans le département de Dakar et la semaine prochaine à Guédiawaye. Al-Hassan Sall qui demande aux occupants de collaborer pour éviter tout désagrément. La qualité de l'ouvrage me pousse une fois encore à appeler les populations à le préserver, cet ouvrage, à prendre soin de l'infrastructure et à faire en sorte que les tests se déroulent dans les délais afin que l'ouvrage puisse être livré dans les délais. C'est pourquoi, en relation toujours avec le CETUD, les autorités administratives, notamment les préfets de Dakar, de Guédiawaye, toutes les dispositions sont prises pour que l'élimination de l'emprise soit libérée. Nous souhaiterions que cette libération se fasse de manière volontaire. C'est pourquoi nous avons eu à diffuser au communiqué pour que ceux-là qui déroulent des activités sur les emprises puissent quitter et libérer ces emprises-là. Maintenant, à défaut, effectivement, les dispositions et les bonnes ont déjà été prises à partir de cette nuit. Inch'Allah, nos équipes, donc les équipes du préfet de Dakar, vont prendre d'assaut le couloir pour en libérer toutes les occupations indues. Et véritablement, nous appelons encore une fois les populations à faire en sorte que cela se passe en douceur. Des propos recueillis par Boubacar Dieng, le directeur du CETUD, a lui également pris part à ces essais techniques. Selon Tierno Birahim Aou, les casses des chantiers du BRT lors des récentes manifestations ont eu comme conséquence plus de 5 milliards de francs CFA de pertes. À Touba, les travaux du centre de formation professionnelle du complexe universitaire avancent à grands pas. Lors d'une visite des chantiers, le DAGE du ministère de la formation professionnelle a annoncé que 1000 pensionnaires du complexe universitaire vont être initiés au métier de l'agroalimentaire, à l'informatique, à l'artisanat entre autres. Papa Balagay. Ce centre de référence va permettre aux étudiants d'être opérationnels une fois les enseignements terminés, souligne le DAGE du ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. Hamadou Diallo. C'est l'occasion pour nous de venir évaluer le niveau de travail, évaluer ce qui a été fait depuis le début. Je rappelle que c'est un chantier qui a été lancé en fin 2021 et à la suite de la visite de son excellence président Macky Sall, il nous avait instruit de rapidement finaliser les travaux afin qu'on puisse rapidement démarrer les enseignements apprentissages. Et on a vu avec l'entreprise que les travaux avancent. D'une capacité de 1000 places, les grosses œuvres ont été réalisées, souligne Serigne Abdourahmane Baké, le coordonnateur des travaux du complexe universitaire chez Ahmadoul Khadim. Nous saluons l'engagement de l'État, non seulement pour la réalisation, mais aussi pour l'équipement, comme l'a dit le DAGE. Notre souhait, c'est que les jeunes puissent apprendre, avoir des connaissances et même un métier. Le projet avance à grands pas avec les 15 bâtiments. Les grosses œuvres ont été réalisées, il ne reste que les secondes œuvres. Le centre de formation professionnelle de l'université Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba va coûter plus de 2 milliards de francs CFA. Papa Balagui, Touba, Radio Futur Média. À Hambourg, l'international de basket Aminata Faye s'investit dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Elle a construit dans la capitale de la Petite Côte une maison de la femme et des enfants, un lieu où cette couche vulnérable va se sentir en sécurité. Les autorités qui ont pris part à la cérémonie de lancement ont salué l'initiative et ont promis de l'accompagner sur tous les plans. Daïmati Dieng. Cette nouvelle maison de la femme et des enfants va servir de lieu de refuge à tous ceux qui subissent des violences. C'est une initiative d'Aminata Faye, internationale de basket. En 2017, le déclic a été une femme dans notre quartier qui a été tuée par son mari. Vraiment une histoire bidon, mais vraiment de rien du tout, et de 1500. Donc à partir de là, je me suis dit, ça suffit.
c'est qu'elles savent qu'elles peuvent se réfugier là. Elles peuvent être là quand elles veulent. Pour Saliou Samb, président du conseil départemental de Mbour, ceci arrive à point nommé. Les femmes et les enfants ont besoin d'être accompagnés, dit-il. Il faut trouver des solutions pour que ces femmes-là puissent être autonomes et pouvoir faire face à toutes ces agressions. Samuel Diouf, quant à lui, il invite les Sénégalais de l'extérieur à faire de même, c'est-à-dire travailler pour l'épanouissement des femmes et des enfants. Je forme le vœu de voir cette maison un peu partout dans le Sénégal. Et voilà le prototype du Sénégalais de l'extérieur. C'est pas ce Sénégalais qui passe à longueur de journée sur les réseaux sociaux, qui insulte, qui vilipende, mais plutôt que ce Sénégalais qui travaille et qui contribue au développement socio-économique de son pays. Les femmes présentes à cette cérémonie de lancement de la Maison des femmes et des enfants ont insisté sur l'accompagnement financier après formation pour leur autonomisation. Ndeye Mati Dieng, Mbour, Radio Futur Média. Nous vous le disions en titre, la grève des travailleurs des collectivités territoriales, une grève de 96 heures à compter de ce mardi avec respect du service minimum pour les permis d'inhumer. Entre autres revendications, la revalorisation salariale. À Louga, le mot d'ordre est respecté, Nafissatou Ndiaye. À la mairie de Louga, difficile d'apercevoir l'ombre d'un agent de l'administration. Par contre, à l'état civil, quelques rares agents sont venus travailler. Abdoulaye Fall, agent municipal. Actuellement, nous avons entamé la semaine dernière 96 heures de grève. Et cette semaine-ci aussi, nous avons entamé à partir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi 96 heures de grève. Mais, ceci n'empêche, nous avons respecté le service minimum. Vous l'avez constaté vous-même, au service de l'état civil, il y a les agents qui sont là-bas qui respectent vraiment le service minimum. Parce qu'on ne peut pas carrément bloquer l'administration. Même si le service minimum de la mairie travaille, cette grève aura des conséquences désastreuses pour le citoyen lambda, selon Adam Diop, lui aussi agent municipal. Bientôt les rentrées des classes et si ça persiste, il y aura d'autres problèmes. Il y aura de plus en plus de difficultés parce qu'il y aura la rentrée des classes. Les élèves vont peut-être chercher leurs papiers, les nouveaux bacheliers pour les orientations, etc. Les travailleurs des collectivités territoriales crient au secours. Ces agents annoncent qu'ils vont continuer la grève jusqu'à ce qu'ils aient une satisfaction totale de leurs revendications. Nafissatou Ndiaye, Louga, Radio Futur Média. RFM, la radio de toute l'actualité. Présidentielle de 2024, alors que le président Macky Sall est toujours attendu sur la désignation du candidat de Benno Bokk Yakaar. Un nouveau candidat se signale au sein du camp présidentiel, Mayacine Camara, président du conseil d'administration des chemins de fer du Sénégal. Le président du mouvement, le Sénégal d'abord, promet, s'il est élu, d'opérer des réformes pour combattre la corruption, de dérouler également des programmes pour promouvoir l'emploi des jeunes. Déclaration de candidature faite à Ziguinchor où nous retrouvons Lamine Bah. Mayacine Camara a clairement indiqué qu'il compte briguer le suffrage des Sénégalais à l'élection présidentielle de février 2024. C'est une option réelle et ce sera l'occasion pour nous de mettre en pratique les solutions aux différents problèmes que nous avons décelés sur beaucoup de domaines, notamment dans le domaine de la réforme de l'État. Ce compagnon de Macky Sall dit reconnaître le bilan positif du régime en place, mais relève en même temps des insuffisances dans la bonne prise en charge des questions d'emploi chez les jeunes. Un manquement qu'il compte corriger, dit-il. Il reste encore beaucoup de choses à faire sur le plan de l'emploi des jeunes, sur le plan même de la capture de cette dividende démographique qui a été le principal problème ces derniers temps. Une bombe démographique qui a commencé à exploser depuis les années 2000 et qu'on n'a pas pu désamorcer. Parmi les réformes prioritaires qui seront opérées par Mayacine Camara figure en bonne place la question de la gouvernance politique. Le Sénégal a besoin d'une gouvernance qui combattrait la corruption, qui provoque un cancer métastatique. Mayacine Camara et son staff politique étaient à Oussouye pour, disent-ils, recueillir la bénédiction du roi en perspective des batailles politiques futures. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. La modification de l'article 29 de la Constitution qui intègre le parrainage optionnel n'est pas sans conséquence sur le processus électoral. Cela réduit le nombre de jours de collecte de parrains. Au lieu de 105 jours, les candidats n'auront que 75 jours pour collecter à partir du 27 septembre prochain. Les précisions de l'expert électoral Ndiaga Silla avec Nafissatou Silla.
Donc, il y a d'abord l'article 29 de la Constitution qui a été modifié. Parce que pour ce qui concerne l'élection présidentielle, il est important de savoir que pour l'essentiel, c'est la Constitution d'abord qui en fixe les règles. Évidemment, le code électoral vient effectivement de manière beaucoup plus précise pour revenir sur les conditions et les modalités de participation. C'est ainsi que, après l'adoption de la Constitution, disons de l'article 29 nouveau qui intègre le parrainage optionnel, il fallait modifier le code électoral. C'est ce qui a été fait, mais puisque le code électoral, en son article L121, prévoit que le ministre de l'Intérieur prenne un arrêté pour fixer en fait le modèle de fiche de collecte des parrainages et déterminer de manière beaucoup plus précise effectivement le nombre d'électeurs requis et effectivement le nombre d'élus. Donc il fallait donc effectivement se référer à la nouvelle modification. Et maintenant, il est dit clairement que ça doit intervenir au plus tard 150 jours avant la date du scrutin, au lieu de la date initiale qui était retenue, c'est-à-dire 180 jours. Quelles conséquences cela aura-t-il sur les partis politiques? Effectivement, la conséquence c'est quoi? La conséquence c'est qu'avant, les acteurs qui veulent s'engager aux élections, que ce soit les partis politiques, les coalitions ou les entités indépendantes, qui disposaient en fait de 105 jours pour la collecte officielle des parrainages, ne vont avoir que justement 75 jours parce que le délai, ce n'est même pas par rapport au scrutin, mais c'est par rapport aux déclarations des candidatures qui doivent intervenir effectivement à partir du 11 décembre. Et je viens de vous dire effectivement qu'aujourd'hui, selon la nouvelle date, le démarrage officiel des parrainages devra intervenir au plus tard le 27 septembre. Évidemment, on a dit au plus tard, c'est-à-dire que l'arrêté peut intervenir bien avant cette date. Mais dans tous les cas, si on se réfère à cette nouvelle modification, les partis politiques ou les entités indépendantes, comme justement les coalitions, n'auront que 75 jours pour justement recueillir près de 45 000 effectivement parrains au minimum. Donc ce qui n'est pas aussi aisé. Le dossier de ce midi à présent, dossier sur la dissolution du parti PASTEF de Ousmane Sonko. C'est parce que des intellectuels ont appelé à réhabiliter la formation politique. Alors question, si le président Macky Sall accède à leur demande, quelle devrait être la procédure? Tentative de réponse avec Mohamed Ali Moubar. L'ex-parti d'Ousmane Sonko a deux voies pour revenir dans le jeu politique. 1. Attaquer le décret de dissolution de son parti pris par le président Macky Sall devant la chambre administrative de la Cour suprême. S'il obtient gain de cause, le décret est annulé et la décision de justice s'impose à tous. Deuxième possibilité, le président lui-même, dans le cadre d'une éventuelle décrispation de l'atmosphère politique, prend la décision de réhabiliter l'ex-PASTEF. Le cas échéant, il n'y a pas de procédure express prévue en la matière. Ababakar Fall du GRADEC. Si la Cour suprême leur donne droit, mais le parti revient donc dans la légalité. Maintenant, il n'y a pas de procédure particulière. C'est-à-dire, dès l'instant que un décret, disons donc, est rapporté ou est annulé, bon, le parti revient dans la légalité et continue donc de mener ses activités. Les décisions qui avaient été prises, disons, quant à la saisie donc des biens du passé, de son patrimoine, etc., bon, leur sont restitués et le parti continue sa vie légale le plus normalement du monde. Donc, il n'y a pas, disons, de procédure particulière. Mais question, dans l'histoire politique du Sénégal, un parti dissous a-t-il été ramené à la vie? Oui, répond Ababakar Fall du GRADEC. On peut citer l'exemple même du PAI. Le PAI avait été dissous, comme je dis, après les événements donc, de Saint-Louis par le président Mamadou Dia. C'était le 1er août 1960. Alors maintenant, dès l'instant que le parti... ce qui s'est passé ensuite, c'est que lorsque Senghor a pris, comment dirais-je, bon, la loi d'amnistie, la loi autorisant les 4 courants de pensée, bon, le PAI qui était, disons, dans la clandestinité, donc, est revenu à la vie, donc, légale. Masmoud Diop est rentré. Il a conservé, donc, le sigle de son parti PAI, mais entre-temps, bon, le PAI originel vraiment a éclaté, bon, en plusieurs morceaux. Il y a eu la LD, le PIT, qui sont vraiment, donc, des partis qui sont nés sur les flancs du PAI originel. Au-delà des appels à la libération de Ousmane Sonko, certains demandent la réhabilitation de l'ex-PASTEF, parti dissous par décret présidentiel. L'actualité religieuse à midi 20 minutes, pèlerinage au lieu saint de la chrétienté. Les pèlerins catholiques sénégalais quittent Dakar demain. Ils sont au nombre de 400 répartis en 2 vols qui vont les conduire en Israël, en Palestine, à Rome, en Italie et à Lourdes en France. Ils sont en assemblée générale depuis ce matin au collège Sacré-Cœur. Leur messe d'envoi est prévue cet après-midi à l'église Saint-Pierre des Baobabs. Messe qui sera présidée par le président du SIMPEC, le comité interdiocésain des pèlerinages catholiques, l'évêque de Tambacounda, Monseigneur Paul Abel Mamba. RFM. L'actualité internationale.
Bonjour Anna Rocha. Bonjour Georges Détier, bonjour à tous. Regain de tension au centre du Mali. Les villages de Yarou et Didiéli dans la région de Bandiagara ont été attaqués par des hommes armés. Bilan 25 morts et 11 blessés. Les populations ont fui leur localité pour se mettre à l'abri. Plus de précisions avec notre envoyé spécial à Mopti, Zanga Abdoulaye Ouattara. À Yarou, 24 personnes ont été tuées et 11 blessés, dont une femme par des hommes armés non encore identifiés. Des bétails ont été emportés, des maisons et des motos incendiées. La moitié de la population a quitté le village par peur de représailles. Une autre attaque a ciblé le village d'Idiéli dans la commune de Dourou. Le bilan est des morts, 2 boutiques pillées et des bétails emportés. Par ailleurs, à Douenza, la route nationale 16 reliant Bamako-Gao a été bloquée par des individus armés. Des Boni à Kikiri, situés entre Dala et Nokara, des sources témoignent que des assaillants ont fait retourner tous les véhicules de transport vers Ombori et Douenza. Zanga Abdoulaye Ouattara, des retours de Mopti à Bamako pour la radio Futur Média. Toujours de l'actualité au Mali, il faut privilégier le dialogue entre les communautés et les groupes djihadistes pour gérer les conflits au centre du pays. C'est ce qu'estime Dr Ngolo Diarra. Le chercheur indépendant en relations internationales ajoute que les négociations peuvent apaiser la situation sécuritaire à Bandiagara. On l'écoute avec Zanga Abdoulaye Ouattara. Vous avez pris l'exemple de ce qui est en train de se passer à Bandiagara et l'exemple de ce qui est en train de se passer à Menaka. Les acteurs ne sont pas en réalité les mêmes. Au niveau du centre, nous avons généralement le conflit inter- et intracommunautaire et même confessionnel. Alors là, ça peut être traité par des différentes médiations. Si le dialogue peut être installé entre ces communautés-là ou entre les leaders religieux qui ont des armes et ceux qui parlent de l'islam tolérant ici, alors essayer de se mettre ensemble pour trouver vraiment des solutions autour de cette question de l'islam au Mali. Maintenant, les protagonistes de l'Adawad, vraiment, ce ne sont pas des éléments à qui on doit vraiment négocier parce qu'il s'agit de l'intégrité territoriale. La crise au Niger, le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine réagit. Le Conseil dit qu'il prend note de la décision de la CEDEAO de déployer une force en attente au Niger. Dans un communiqué repris par RFI, l'Union africaine demande une évaluation des implications économiques, sociales et sécuritaires de ce déploiement. Il décide par ailleurs de la suspension du Niger de toutes les activités de l'organisation et ce jusqu'au rétablissement effectif de l'ordre constitutionnel. Plus de 160 migrants nigérians renvoyés dans leur pays par les autorités libyennes. C'est dans le cadre d'un programme de retour volontaire en coordination avec l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. Parmi le groupe de migrants, 102 ont été interpellés à la frontière alors qu'ils tentaient d'entrer en Tunisie, selon le ministre de l'Intérieur libyen. Il y a un peu plus de 10 jours, Tripoli et Tunis ont conclu un accord pour mettre fin à une crise qui a duré un mois suite à l'expulsion par les autorités tunisiennes de 2000 migrants subsahariens dans des zones désertiques des frontières avec la Libye et l'Algérie. Pendant cette période, au moins 27 personnes sont mortes et 73 ont disparu dans le désert tunuso-libyen. Et puis en Centrafrique, Georges, la Cour constitutionnelle a validé un projet de nouvelle constitution approuvé fin juillet par référendum. Ce projet approuvé à 95% permettra au président Faustin Archange Touadéra de briguer un 3e mandat en 2025. Merci Anna Rocha. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Avec Pape Mahawa Diouf, coordinateur de la cellule de communication et porte-parole de la coalition Benno Bokk Yakaar, et Mamadou Lamine Dianté, président du mouvement pour une citoyenneté engagée et membre de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi, nous allons parler du cas Ousmane Sonko et des nombreux appels pour sa libération. Dernier cas en date, la pétition qui a enregistré la signature de plus de 140 personnalités d'ici et d'ailleurs. RFM Sport. Bienvenue Youssouf Bodian. Merci Georges. D'abord les championnats du monde d'athlétisme, la participation de Louis-François Mendy soulevée par le sélectionneur national. Effectivement. Salué plutôt. Effectivement, c'est ça. L'heure de 24 ans a été disqualifié en demi-finale du 110 mètres et pour un faux départ
Un goût d'inachevé pour le sélectionneur national qui a beaucoup de regrets. Nala Sosefal estime que Louis-François Mendy avait largement les moyens de se hisser en ce final, au vu donc de son chrono, mais aussi de ses performances réalisées cette année. Je vous propose de le suivre. D'ores et déjà, il a su se qualifier, alors que depuis presque 9 ans, le Sénégal était à chaque fois invité pour participer à des compétitions internationales. Il est venu montrer tout son talent, toute sa hargne et toute son envie de vaincre. Et c'est la raison pour laquelle il a eu la deuxième meilleure performance des qualifications, juste derrière le champion du monde qui a confirmé, qui a gagné la médaille d'or. C'est dire que c'est une participation de qualité et nous avons vraiment un goût d'inachevé parce que le connaissant, je savais qu'il allait se battre jusqu'au bout pour gagner sa série encore en demi-finale et aller se battre pour les médailles. La preuve, sa meilleure performance lui permettait d'être sur le podium à la suite des finales parce qu'on a vu que le troisième sur le podium a couru moins vite que sa meilleure performance. On a vu qu'il a battu aussi le troisième sur le podium, était sur sa série, il a battu de plus de 2 dixièmes de seconde. C'est dire que c'était largement à sa portée et il en était très conscient et le travail mental nécessaire a été fait pour qu'il aille avec une certaine agressivité. Malheureusement, il en a trop voulu et parce qu'il sait que lui, il est intenable après les 5 haies, il bat n'importe qui après la suite des 5 dernières haies. Il a juste voulu se concentrer pour sortir en même temps que tout le monde sur les 5 premières haies. Et donc malheureusement, il a eu un peu trop peut-être d'euphorie, disons, où il a mal jugé le timing, mais on va mettre ça encore dans le cadre de l'expérience qu'il va acquérir pour se préparer. C'est très difficile, mais il essaiera de capitaliser cette expérience-là pour se préparer pour les JO de 2024 à venir à Paris. Docteur Nala Sosefal, donc le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal d'athlétisme. Notez que donc après l'élimination de Louis-François, la seule représentante du Sénégal, la championne d'Afrique Sangoné Kandji, qui entre en lice demain mercredi pour le triple saut féminin. Football Youssouf, Geoffrey Kondogbia va s'absenter pendant 1 mois et demi. Le milieu de terrain marseillais a subi des examens qui ont révélé une entorse. Il devrait être donc absent autour de 6 semaines. Geoffrey Kondogbia qui a été touché au genou gauche après une mauvaise réception, c'était vendredi dernier, lors du match de championnat contre le FC Metz, 2 buts partout. L'OM qui perd un milieu de terrain alors que Pape Gueye, international sénégalais, purge sa suspension de 4 mois infligée par la FIFA. Le club phocéen qui a dans son effectif 2 autres internationaux sénégalais, les attaquants Ismaël Assar et Iliman Ndiaye, qui peuvent s'imposer à l'OM selon l'agent de joueur sénégalais Adam Ndiaye qui est établi à Marseille. Il s'est entretenu avec Soda Cham. Oui, mais ça c'est la lutte que mène aujourd'hui le président. Pape Gueye suspendu depuis le début du mois d'août et ce pour 4 mois. L'international sénégalais manque beaucoup aux Marseillais, selon Adam Ndiaye, agent de joueur établi à Marseille depuis 1991. Pape Gueye, là, on a besoin de lui, mais il n'arrive pas à jouer. Mais je pense que les dirigeants marseillais sont dessus pour essayer de. Ils ont fait appel pour que la sélection soit levée. Parce que là, on manque de milieu gauche. Déjà, Kondogbia est là-bas. Il n'arrive pas à s'intégrer complètement, à faire ce qu'on attendait de lui. Et Pape Gueye, on l'a vu pendant les matchs de préparation, il a été très très bon. Donc si on arrive à le décrocher maintenant, je pense qu'il pourra nous aider. En attendant la levée de sa suspension, ses 2 compatriotes qui l'ont rejoint cette saison se sont bien intégrés, avec déjà 2 matchs joués pour Ismaël Assar et Iliman Ndiaye. Ce dernier a même vu un rêve d'enfant devenu réalité, un choix qui n'est pas fortuit et qui peut les aider dans le futur, selon Adam Ndiaye. Je pense qu'ils ont fait un choix qui peut les lancer à devenir plus forts, plus grands, c'est-à-dire de rebondir à Marseille et d'aller dans des grands clubs. Bon, l'intégration n'a pas été difficile parce que déjà ils ont trouvé Pape Gueye qui était là-bas et que Marseille, c'est une ville où il y a beaucoup d'étrangers. Ça n'a pas été difficile. Ça s'est vu sur les premiers matchs qu'ils ont joués, donc ils n'ont pas été mal pendant la préparation et le début du championnat. Parce que Iliman, on peut dire que c'est encore un jeune joueur qui n'est pas le moment un top. Ça se va même avec le Sénégal qui n'est pas titulaire en part entière. Mais s'il arrive à franchir ce palier, je pense qu'il peut aller très très haut. Mais il faudra de la rigueur et de la constance pour percer dans ce club français. Que c'est pas en faisant un très bon match aujourd'hui, un mauvais match demain qui vont être adoptés par les supporters marseillais. Parce que Marseille, c'est un club spécial, très très spécial. Ils arrivent à franchir ce palier, je pense qu'ils peuvent vraiment devenir des grands joueurs de l'OM, comme on fait Boubacar Sarr et tant d'autres qui sont passés par là-bas. Avec la blessure de Geoffrey Kondogbia, les dirigeants marseillais vont sans doute accélérer le dossier de l'international sénégalais Pape Gueye. Soit de Cham, on apprend que Pep Guardiola a subi aujourd'hui une opération de rotule pour un problème de dos. L'entraîneur de Manchester City, donc, qui va subir déjà l'opération d'urgence, c'était à Meria Ueka. Assez bien passé selon le communiqué du club, mais il va s'absenter
pour quelque temps. En son absence, le directeur adjoint du club va donc superviser l'entraînement de l'équipe première sur le terrain et va assumer les fonctions sur le banc de touche de Manchester City. Phase nationale, on cave à Kaffrine. On connaît les affiches des quarts de finale. Oui, après les huitièmes de finale, les équipes vont donc s'affronter en quart de finale. Diamono Louga va faire face à l'équipe de Mboulan de Djurbel. Marbat de Louga sera opposé à Alliance de Dakar. Espoir d'Isso Tamba va rencontrer Belfort de Ziguinchor et puis Walidan de Thiès joue Ayo de Matam. Tous les matchs vont se jouer au stade régional El Hadj Babacar Gaye de Kaffrine. Non loin de la Kaolack, où le président de l'ASC Sine Saloum, Fallou Kébé, déplore le manque d'infrastructures sportives dans la région, mais aussi l'absence de soutien des autorités pour développer le football local, en particulier le football chez les jeunes. Il annonce donc également la création prochaine d'une académie de football. C'était lors du tournoi des championnats de coordination départementale des écoles de football de Kaolack. Je propose de suivre Mamoudi Mboub, le porte-parole du président de l'ASC Sine Saloum, au micro de Fatumbo. Oui, mais ça c'est la lutte que mène aujourd'hui le président Fallou Kébé dans les activités pratiquement des 72 heures du Saloum. Si vous avez suivi les 72 heures du Sine Saloum, dans le long terme, nous avons envisagé en rétablissant pratiquement donc le sport kaolackois et particulièrement le football, de penser d'abord aux infrastructures et aux moyens des clubs et des écoles de football. Parce que sans infrastructure, sans moyens pour les clubs, surtout en parlant de la petite catégorie, on ne peut pas développer pratiquement le football à Kaolack. Mais nous sommes conscients qu'aujourd'hui, à Kaolack, il y a un problème. Aujourd'hui, je crois que si les Kaolackois demandent un stade fonctionnel, c'est pour véritablement, au-delà de la CAN que nous jouons à Kaolack, permettre aux jeunes garçons, aux jeunes filles de Kaolack, pratiquement de pouvoir s'épanouir au niveau du... Donc aujourd'hui, si nous répondons à l'invitation du CODEF, c'est parce que nous sommes en droite ligne, nous allons vers la réalisation. Vous savez que pour réaliser une académie, nous parlons, il y a des infrastructures. Au-delà même du fait de jouer, au-delà même du fait de donner des moyens, il faudra trouver un terrain, il faudra un partenariat avec les autorités de la ville. Parce qu'il faudrait par exemple que la mairie contribue, ou bien même les domaines contribuent à accompagner pratiquement le président Fallou Kébé pour que nos voeux puissent se réaliser au niveau de Kaolack. Ils ont une fonction à asseoir au niveau de la région de Kaolack. Nous attendons qu'ils fassent leur travail et nous venons appuyer. Georges, c'est tout pour les sports. Merci Youssouf Bodian. RFM, la presse du jour. La revue de presse de ce mardi 22 août 2023, lecture et commentaires, Mohamed Alimba, bonjour. Bonjour. À la une, le rapatriement des migrants sénégalais secourus au large du Cap-Vert. Ils sont 37 en tout rescapés à avoir foulé de nouveau le sol du territoire national à partir de Fass-Boye avec pour vue de rallier l'Europe. L'aventure s'est terminée mal. L'embarcation s'est perdue à voguer à mer durant des jours avant d'être repêchée à Sal au large de Praia. Sur les 101 passagers qui avaient pris place à bord, 37 seulement ont eu la vie sauve. Tout le reste a péri. Les 37 sont donc de retour au Sénégal depuis hier, rapatriés par l'État du Sénégal, constate en manchette Le Soleil, lequel confrère constate que la 38e personne est laissée à Praia. C'est la capitale du Cap-Vert. En suivi médical là-bas, le journal qui poursuit qu'en concertation avec les familles éplorées de Fass-Boye qui ont fait le voyage avec la ministre des Sénégalais de l'extérieur, cette corde retrouvée dans la pirogue ont été inhumés sur place. Le journal Le Quotidien qui s'est rendu sur la terre natale des victimes constate que la douleur reste toujours vive à Fass-Boye. La tristesse se lie en face, douleur sans fin, tristesse immense, Fass-Boye, l'impossible deuil. Le journal Enquête a recueilli le récit poignant de quelques parents endeuillés qui se sont confiés aux confrères à sa page 3. Barsra Walla Barsar, toujours ce mardi, le retour au Bercail et d'autres Sénégalais 325 personnes attendues au Sénégal. Le pirogue avait échoué au Maroc, rappel Libé. Certains sont attendus aujourd'hui à Dakar. 5 malades restent cependant à Dakhla. 80 autres en attente de rapatriement. L'Obs en profite pour s'intéresser à une autre filière de l'immigration irrégulière, celle nicaraguaine. Pour rallier les États-Unis, le journal écrit qu'elle est moins médiatisée et plus discrète que le circuit de l'immigration en direction des côtes européennes via l'Atlantique. Mais la filière à Nicaragua n'entraîne pas moins de monde, pas moins de milliers de prétendants ont déjà rallié l'Amérique latine par les airs au départ de Dakar dans le but de se rendre au pays de Biden. Les États-Unis, une piste très chère et périlleuse pour les candidats.
Affaire Ousmane Sonko, les manœuvres se multiplient pour obtenir la libération du leader de ex-Pastef. Source informe qu'une délégation de Yewwi Askan Wi est reçue aujourd'hui par le khalife général des Mourides. Le dossier Ousmane Sonko sera sur la table au cours des échanges. Reste à savoir, selon le journal, si le khalife général des Mourides va intercéder en faveur d'Ousmane Sonko auprès du président de la République. Déjà, les pressions se multiplient pour le professeur Serigne Diop et d'autres personnalités signent une pétition pour demander la libération d'Ousmane Sonko, écrit le quotidien. Macky Sall sous le feu des intellectuels, titre du coup le journal L'Info. Mais le journal Enquête a donné la parole à Dr Yoroya, ministre porte-parole de la présidence. Il relève le défi de Felwine Sarr, le professeur Felwine Sarr, qui fait partie, vous le savez, des intellectuels qui brocardent sans cesse le régime du président Sall, qu'il compare à une démocrature. Eh bien, les deux croisent le fer. Selon Dr Yoroya, Felwine Sarr s'éloigne de la confrérie des éveillés. Ce n'est pas tout. Yewwi Askan Wi sonne aussi la charge. Le groupe parlementaire Yewwi donc sanguin avec le pouvoir en place, note Sud Quotidien. Éveillé ou pas, en tout cas, ça se complique pour Macky Sall et son candidat. L'Obs explique comment l'attente élargit encore les tranches entre prétendants. Le journal pointe les rencontres secrètes, les soutiens souterrains et les lobbies des états-majors politiques. Révélation aussi sur les énormes conséquences de la crispation sur les chances du candidat du président sortant. Selon Source, Macky Sall est perdu par ses propres calculs. En revanche, ça passe pour Khalifa Sall et Karim Wade. Libération renseigne ce matin qu'ils sont devenus désormais éligibles. La loi votée à l'Assemblée nationale il y a quelques jours a été promulguée par le président de la République. Nous restons avec Libération qui s'intéresse ce matin à l'affaire Hubert-Édouard Mendy. Oui, le dossier est envoyé en instruction, dossier criminalisé, 24 personnes déférées. Arrêtées depuis le 10 août dernier, le président de la jeunesse patriotique de Sam Notaire et les autres interpellés visés pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, financement du terrorisme, complot contre l'autorité de l'État, atteinte à la sûreté de l'État, interpellés par la section de recherche de la gendarmerie nationale. Nafian Ditiyayou Serigne Salou, placée elle aussi sous mandat de dépôt par le juge du deuxième cabinet. Le parquet réclame le mandat de dépôt contre El Malik Ndiaye, le patron de la communication de ex-Pastef. La chambre d'accusation statue ce mardi. Et puis sport pour boucler à la une du journal Les Stades de Quotidien, Sadio Mané et Al Nassr, le grand réveil. C'est au sujet des barrages de la Ligue des Champions d'Asie. Le confrère note que Sadio doit réagir en barrage de Ligue des Champions. Sadio et Al Nassr sont clubs qui restent sur 2 défaites en championnat, doivent obligatoirement relever la tête cet après-midi contre Shabab Ali des Émirats Arabes Unis pour le compte des barrages de la Ligue des Champions d'Asie. Dans le journal Sunu Lamb, Gris Bordeaux proche de la fin. Oui, il a 4 combats en 10 ans. Une victoire pour 3 défaites. Saison blanche en cascade. Il est condamné à battre Ama Baldé avant de raccrocher le game. Bonne parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Midi 39 minutes, point de vue à présent. Avec nous, Pape Mahawa Diouf, coordinateur de la cellule de communication et porte-parole de la coalition Benno Bokk Yakaar. Bonjour Pape Mahawa. Bonjour. Avec nous également Mamadou Lamine Dianté, président du mouvement pour une citoyenneté engagée et membre de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi. Bienvenue Mamadou Lamine Dianté. Merci Georges et bonjour à vous, bonjour à Pape Mahawa. Alors nous allons parler du cas Ousmane Sonko et des nombreux appels pour sa libération. Dernier cas en date, cette déclaration de la coalition sénégalaise des défenseurs des droits humains. Plus de 140 personnalités du Sénégal et d'ailleurs qui demandent la libération de Ousmane Sonko et la préservation de la démocratie et de l'état de droit au Sénégal. Parmi ces personnalités, le professeur Serigne Diop, ancien ministre de la Justice, le professeur Alioune Sall, professeur des universités, ancien juge international, mais également des avocats du barreau de Paris. Et d'ailleurs, d'abord, question à vous, Pape Mahawa Diouf, comment réagissez-vous à ces demandes de libération de Ousmane Sonko? Oui, merci beaucoup Georges. Je passe le bonjour également à mon frère Mamadou Lamine Dianté. Je voulais dire que
les gens sont libres dans ce pays de donner leur point de vue. Et le point de vue d'un juriste, d'un constitutionnaliste n'a pas plus de dignité que le point de vue d'un autre Sénégalais, quelle que soit sa position. Il demande la libération d'une personne, mais combien d'autres citoyens sont dans les geôles sénégalaises pour différentes raisons, pour différentes actions contre la loi pour lesquelles ils sont poursuivis. Donc je me demande quelle est la pertinence et quelle perception de la démocratie ils ont ces gens que de vouloir demander la liberté d'une personne, exclusivement une personne, au nom d'une démocratie prétendue. C'est une interrogation. Au demeurant, les personnes qui ont été victimes de tous ces saccages, toutes ces destructions, tous les appels à l'insurrection, le discours violent, belliqueux, conflictuels, on aurait aimé aussi les entendre au nom de la démocratie dénoncer ces actions-là. Donc c'est l'expression libre démocratique de tout un chacun. Il n'est pas gênant d'entendre des gens donner des points de vue, et ça, la démocratie et la liberté d'opinion. Mais est-ce que ils évoquent dans leur déclaration le fait que Ousmane Sonko, son parti dissous, est bien présent dans l'échiquier politique au Sénégal et dispose de plusieurs élus à l'Assemblée nationale, comme dans les collectivités territoriales, mais également sa grève de la faim, Ousmane Sonko étant dans un état critique? Oui, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris le sens de la question, mais enfin... Mais je veux dire, est-ce que, eu égard à tout cela, est-ce que leur pétition n'est pas fondée? Je ne le crois pas. Ils ont le droit de faire des pétitions, comme d'autres ont le droit d'en faire pour d'autres causes. Mais je pense qu'au Sénégal, il y a pas moins de 250 à 300 partis politiques. Le Sénégal a plusieurs partis politiques depuis plus d'une trentaine d'années, qui exercent librement leurs opinions, y compris dans la coalition à laquelle appartient le parti que vous évoquez, mais les autres partis n'ont posé aucun acte allant dans le sens d'attaquer l'ex-parti PASTEF, même si vous ne voulez pas le prononcer. Oui, c'est ça. Donc moi je pense que l'objectif, le but c'est aussi d'observer le jeu démocratique très objectivement. Comment on peut avoir près de 300 partis dans un pays et que les sujets en question ne concernent qu'un seul, et qu'il s'agisse simplement de ces méthodes d'action et de ces actions anti-républicaines. Et ça, on aurait aimé aussi que les gens parlent de ça. Attaquer les maisons des responsables politiques, saccager les biens publics comme les biens privés, faire des appels à l'insurrection, appeler à tuer un président de la République en exercice, légitimement élu par le peuple sénégalais. Et ça ne mérite pas une pétition, ça ne mérite pas qu'on dénonce ce type d'action contre l'État et la tradition démocratique sénégalaise. Chacun est libre de ses choix. Eux, ils ont choisi de concentrer leurs préoccupations démocratiques sur la libération de M. Sonko, et c'est leur droit le plus légitime. Plus clairement, vous, au niveau de la mouvance, vous restez sourd face à ces nombreux appels pour la libération de Ousmane Sonko, pour la préservation de la démocratie et de l'état de droit au Sénégal, comme c'est bien mentionné dans cette pétition. Voilà, très bien, merci de le préciser. L'état du Sénégal, heureusement, le Sénégal continue d'être un pays où les gens ont la liberté de s'exprimer, de dire leurs opinions dans le cadre de la loi. Heureusement aussi que le Sénégal, malgré toutes les pressions qui sont faites, les hommes politiques ont encore la liberté de conscience et de dire ce qu'ils pensent sans avoir peur d'être attaqués, comme vous l'avez été dans votre organe de presse. J'aurais aimé entendre la société civile là-dessus. Lorsque le véhicule de Macoumba Beye a été saccagé devant la RSM et tous les véhicules qui étaient là-bas, parce que vous donniez vos positions. Lorsqu'on vous menaçait de représailles si vous donnez les résultats des élections en 2019, comme vous l'avez toujours fait depuis les années 2098. Ça, c'est des attaques contre la démocratie. Et on aurait aimé entendre de la même manière ces acteurs de la société civile et autres universitaires qui sont de toute évidence dans des logiques, à mon avis, qui manquent d'équilibre.
Je reviens à vous dans un instant, Pape Mahawa Diouf. Mamoudou Lamine Dianté, cette internationalisation, on peut l'appeler ainsi, du combat pour la libération de Ousmane Sonko, porté récemment par des universitaires, des personnalités du Sénégal, du continent africain, mais également européen. Quel crédit donner à cette pétition? Oui, merci Georges. Je crois que ce que je dois dire d'abord, c'est qu'aujourd'hui, le président Ousmane Sonko ne doit pas être en prison, parce qu'en réalité, il n'a jamais été en conflit avec la loi, mais c'est parce que simplement c'est la volonté du régime donc de l'ambassadeur de l'emprisonner. Et c'est ça qui justifie aujourd'hui sa mise et son placement sous mandat de dépôt. Parce qu'en réalité, au début de son arrestation... Il est inculpé pour entre autres appel à l'insurrection, association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté de l'État, association de malfaiteurs, entre autres, et même complot contre l'autorité de l'État. C'est ça, c'est-à-dire que ce sont des accusations aussi fallacieuses qu'infondées. Parce que le président Ousmane Sonko, depuis son entrée en politique, à chaque élection qu'il y a eu, il a participé à ces élections et depuis lors, on voit que sa cote de popularité ne cesse de grimper. Je crois qu'aujourd'hui, s'il y a un délit pour lequel on doit poursuivre le président Ousmane Sonko, c'est un délit d'ambition pour le Sénégal. Il a aujourd'hui tous les moyens politiques pour prendre le pouvoir en 2024. Et le régime en place a eu à commanditer des sondages qui lui ont donné partout gagnant de l'élection présidentielle de 2024. Aujourd'hui, c'est pour tenter de freiner cela qu'on le met en prison en essayant. Parce qu'au début, on avait parlé de vol de portable. On avait parlé de vol de portable et puis après, on a construit tout un chapelet d'accusations aussi fallacieuses qu'infondées, comme je le disais tout à l'heure, pour essayer donc aujourd'hui de le prendre dans les liens de la détention et de continuer à violer ses droits. Et aujourd'hui, il s'agit de son droit à la vie qui est en cause. Et c'est pourquoi la pétition trouve tout son sens. Parce qu'il suffit également de voir les personnalités qui ont eu à signer cette pétition-là. Parmi ces personnalités-là, il y a le professeur Serigne Diop, professeur des universités, professeur de droit, ancien ministre de la Justice, mais aussi ancien médiateur de la République. Et vous avez parlé des personnalités et des universitaires d'Afrique, d'Europe, mais également du continent américain. Donc je crois qu'aujourd'hui, toutes ces personnes-là ne peuvent pas se tromper en réclamant la libération du président Ousmane Sonko, la mise en liberté provisoire de tous les détenus politiques, mais également le retrait du décret de dissolution de son parti. Parce que tout cela, véritablement, ça montre que tout est cousu de fil blanc, parce que tout simplement, leur seule volonté aujourd'hui consiste à freiner l'ascension fulgurante du président Ousmane Sonko, qui, encore une fois, je le dis, a tous les moyens politiques donc, de prendre le pouvoir en 2024. Et donc, évidemment, il n'a pas besoin d'un appel à insurrection, d'une atteinte à la sûreté de l'État ou encore de complot. Qu'est-ce que ces déclarations, ces pétitions peuvent apporter de plus dans votre combat pour la libération de Ousmane Sonko et de ces détenus que vous qualifiez de détenus politiques? Oui, mais je crois que le fait que vous en fassiez le point de vue aujourd'hui, ça montre toute la pertinence donc de cette pétition-là. C'est parce que le combat ne prend pas au Sénégal alors? Non, en fait, vous savez, nous essayons d'utiliser tous les moyens constitutionnels que nous avons, aussi bien sur le plan national que sur le plan international, pour mener le combat. Et nous considérons qu'aujourd'hui, la victoire est très proche et les tenants du pouvoir aujourd'hui sont très mal à l'aise par rapport à cette situation-là. Et je crois que s'il y avait à refaire, je ne pense pas qu'ils allaient le refaire. Alors, Pape Mahawa Diouf, avec cette pétition et d'autres appels provenant de l'extérieur, est-ce que l'image du Sénégal ne risque pas d'en prendre un sacré coup? Pour qui le business favori est permanent et d'attaquer l'image du Sénégal dans le monde. Et il y en a d'autres pour qui préserver l'honneur et la réputation du Sénégal, c'est leur travail, chacun sa mission. En tout cas, chacun travaille pour la mission pour laquelle, effectivement, il se croit investi. Mais le Sénégal continue d'être cette démocratie qu'on connaît, qui permet à un président en exercice de déclarer qu'il ne sera pas président sur sa propre décision et que ce soit salué par tous les acteurs démocratiques à l'intérieur du pays comme dans le monde. Mais c'est aussi ce pays où l'État
et l'état de droit. Oui, mais quand il s'agit d'un opposant, du principal opposant, qui est arrêté, emprisonné, qui observe une grève de la faim, ça fait écho à l'extérieur. Oui, j'entends ce que vous dites, mais je vous réponds que le Sénégal, c'est un système démocratique, une administration solide, des médias libres qui disent ce qu'ils pensent, comme RFM et comme d'autres. Et surtout, c'est un état de droit, où si vous avez des droits, vous avez des devoirs aussi, où nous sommes tous égaux devant la loi. Je vous l'ai dit encore une fois, lorsque M. Sonko et M. Dianté qui m'entendent et les auditeurs qui m'entendent peuvent en témoigner, déclarer qu'il faut sortir le président Sall et lui donner le même sort que Samuel Doe, ça veut dire l'exécuter publiquement et le déchiqueter en morceaux, où est-ce qu'ils étaient pour défendre la démocratie? Ou bien ils considèrent que c'est quelque chose de normal dans un pays comme le nôtre. Il n'y a pas de raison que ceux qui sont à l'étranger pensent que le modèle démocratique pacifié où on respecte les règles du droit, c'est bon pour la France, c'est bon pour les autres États du monde, mais c'est pas bon pour le Sénégal. Donc pour vous, il n'y a pas de quoi fouetter. Pour vous, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, même si des risques pèsent sur la santé de Ousmane Sonko. Mais là-dessus aussi, il faut qu'on soit sérieux. Le suicide n'est pas un mode de combat politique. Il faut qu'on arrête. La personne a des problèmes de santé parce que... Sa grève de la faim, vous l'assimilez en suicide. Elle refuse de manger, elle refuse de s'alimenter. Donc à partir du moment où la personne va s'alimenter, elle aura une bonne santé. Il n'y a pas de souci de ce point de vue. Donc il ne faut pas qu'on change les termes de la chose. La personne est responsable devant ses actes. Elle considère qu'elle ne souhaite pas manger, si c'est le cas, parce que je n'ai pas les détails de l'histoire. Mais enfin, un état de droit fonctionne sur des règles du droit. Il faut se défendre sur les principes du droit et pas sur les principes de la manipulation de l'opinion et essayer un peu de changer le sujet. Le sujet, il n'est pas là. Est-ce que les infractions graves pour lesquelles il est accusé, avec le désordre qu'il y a eu dans le pays, avec des morts d'hommes, avec des menaces contre la stabilité du Sénégal, est-ce qu'il est en mesure de se défendre devant la justice sénégalaise ou non? C'est ça le sujet. Maintenant, quand même, nous souhaitons dans cette affaire qu'on reste dans des règles de l'humanité. Et dans les règles de l'humanité, je pense qu'un débat est possible, des échanges dans le discours et se défendre également devant la justice, c'est possible, mais mettre en danger sa propre vie, de mon point de vue, ce n'est pas une opinion politique, ce n'est pas une façon de s'exprimer, de mon point de vue personnel. Merci Pape Mahawa Diouf. En démocratie. Merci Pape Mahawa Diouf, coordinateur de la cellule de communication et porte-parole de la coalition Benno Bokk Yakaar. Je termine avec vous, Mamadou Lamine Dianté, président du mouvement pour une citoyenneté engagée et membre de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi. Alors, Mamadou Lamine Dianté, comment comptez-vous utiliser ces appels qui proviennent de l'extérieur pour une réhabilitation du parti PASTEF, des appels pour la libération de Ousmane Sonko et des détenus? Oui, mais je dois pour arriver à ce que vous voulez. Oui, je dois d'abord dire que par rapport à la grève de la faim qu'observe le président Ousmane Sonko depuis maintenant 23 jours, c'est vrai que elle est dramatique, mais il faut dire qu'on n'a jamais vu un délinquant mener une grève de la faim en prison. Seule une victime d'injustice s'adonne à cette forme de lutte qui n'est pas une forme de lutte désespérée, mais qui est une forme de lutte comme toute autre forme de lutte. Oui, mais il y a des grèves de la faim sont notées dans les prisons par des simples détenus. Encore une fois, un détenu qui s'adonne à la grève de la faim considère que simplement il est victime d'injustice. Parce que vous ne verrez jamais un délinquant emprisonné qui mène une grève de la faim. Et je crois que c'est à ce niveau-là qu'il faudra comprendre la grève de la faim du président Ousmane Sonko. Et nous considérons que ceux qui sont en train de balafrer l'image du Sénégal, ce ne sont pas ceux qui dénoncent, mais ceux qui sont à l'origine des faits qui sont dénoncés, ce sont ces gens-là qui sont en train de balafrer aujourd'hui l'image du Sénégal. Et quand vous en prenez au chef de l'opposition de façon aussi gratuite qu'on l'a fait avec le président Ousmane Sonko, évidemment on considère que vous êtes en train de balafrer l'image du Sénégal. Maintenant, comme nous l'avons dit, nous considérons que il faut justement internationaliser le combat.
pas pour que les amis du Sénégal et que l'opinion internationale également comprennent que l'image qu'on est en train de leur vendre du Sénégal est totalement différente de l'image qui est la réalité au Sénégal. Parce que nous savons que les tenants du pouvoir font le tour du monde pour tenter déjà de traiter l'opposition incarnée par Ousmane Sonko comme étant une opposition sauvage, mais également de tenter de montrer que le président Macky Sall est un champion de la démocratie. Or aujourd'hui, je crois que cette pétition-là montre encore que... Justement pour cette pétition, est-ce que certains signataires Mamadou Lamine Dianté ne sont pas dans leur rôle parce que faisant partie de l'opposition, il y a eu Askan Wi ou bien une plateforme qui regroupe des partis d'opposition? Nous n'avons été associés à cette pétition-là, qui a été une initiative privée, qui n'a rien à voir avec une initiative de la coalition Yewwi Askan Wi. C'est cela aussi l'information que les gens doivent avoir. C'est-à-dire quand ils étaient sur le point mais de on publier... les compte parmi les signataires quand même. Oui, mais quand ils étaient sur le point de publier la pétition, ils nous ont fait savoir qu'il y a une pétition qui est en train de circuler, et nous ont fait lire la pétition, et à partir de ce moment-là, de façon spontanée, nous avons décidé donc de signer la pétition. Donc ce n'est pas une initiative qui vient de Yewwi Askan Wi. Donc nous considérons que vouloir traiter les gens donc de partialité, c'est fausser le débat. Le débat, c'est qu'aujourd'hui, des universitaires, des hautes personnalités qui ont été donc ministres de la justice dans leur pays ou qui ont été médiateurs de la République dans leur pays ont considéré aujourd'hui que l'état de droit est en train de prendre la tangente au Sénégal. La démocratie est aujourd'hui mal en point au Sénégal. Considère qu'aujourd'hui, il faut préserver tous ces acquis démocratiques-là et procéder à la libération. Merci Mamadou Lamine Dianté. On est rattrapé, Mamadou Lamine Dianté, par le temps. Mamadou Lamine Dianté, on est rattrapé par le temps. On va poursuivre le débat dans le journal en Wolof. Merci. Vous êtes le président du mouvement pour une citoyenneté engagée et membre de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi. C'était Point de vue. C'est la fin de cette édition. L'information revient dans moins de 3 minutes. Le grand journal en Wolof avec Fama Dione. Merci à Lamine Sow qui était à la partie technique. Yacine Pouy à la digitalisation. El Hadj Ndiogoudien à la coordination. Bon après-midi à toutes et à tous.